Mon petit pack d'amour, es-tu prêt? Je suis prêt. On poursuit. La question venait de Quentin. Oliver Kapanen pourrait-il être le Pascal Dupuis de Demidov? Tu commences ou je commence? Ben, écoute, d'abord, Dupuis est un ailier, Kapanen est un centre. Ouais. Pour moi, c'est une différence fondamentale. Puis j'en mets un autre dans la catégorie de Dupuis, c'est Alex Burrows, qui est un ailier aussi à la place du centre. Ben moi, j'ajouterais aussi que c'est pas exactement le même genre de joueur. Pascal Dupuis, c'était plus un gars qui faisait le travail difficile avec Sidney Crosby, alors que Kapanen, il complète les jeux de Demidov. Moi, je pense que Kapanen, là, tu sais, si tu t'aspires à une Coupe Stanley, on a beau le complimenter, puis il marque, puis c'est le fun. Mais je pense pas que ça... Puis Kent Hughes, je sais pas s'il voulait le mousser ou il l'aime vraiment. Kapanen, deuxième centre, pour moi, ça demeure quand même faible au sein d'un club champion. Mais il pouvait pas dire ça, tu sais. Ben non. Fait Non. il fallait non. qu'il assume son Ben, c'est vrai, choix. c'est la question qui a été posée comme ça aussi. Penses-tu Il y que a c'est ça. le deuxième centre? C'est Ouais. sûr, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas Ouais. de choix. TNT Shark DT1. Hein, quoi? C'est le nom TNT Shark DT1. OK. Je sais que tu n'aimes pas ça, Mathias, mais Non, les j'aime gens, pas ça. ils ont... C'est YouTube. Je le sais. OK, puis c'est... En tout cas. Mais là, Continue. c'est comme toi avec les jeux de mots. Moi, je suis derrière les auditeurs qui à 100%. C'est des jeux de mots. Ça vient d'un gars qui s'appelle Snake, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il va aimer Bon. les sabriquets. On C'est peut- lui qui choisit Là, les on questions. gaspille du précieux Lui, il temps. prend là. pas les questions avec des noms normaux. On gaspille du précieux temps. Oui, allons-y. Voilà. Question pour le Snake. Je sais qu'il faut accorder moins d'importance aux statistiques pour les 19 ans lors du championnat mondial junior. Toutefois, le défenseur tchèque Thomas Galvas a continué d'étonner. Son club s'est rendu en finale et sans lui, ça n'aurait été probablement pas le cas. Il n'a pas été sélectionné au dernier repêchage, je présume en grande partie à cause de sa taille. Galvas de questions, ça. Regarde, Galvas a été très, très bon. C'est sûr, oui, c'est un joueur de 19 ans, mais il a quand même été un des meilleurs défenseurs du tournoi. Il n'a pas été repêché au cours de ses 2 premières années d'admissibilité. Pourquoi? Oui, sa taille. Il a quand même grandi puis grossi un peu depuis le repêchage. Et sans contredit, cette année, quelqu'un va le repêcher. Je ne sais pas à partir de quelle ronde, peut-être à partir de la 3e, 4e. Est-ce qu'il y a un avenir? On verra, mais c'est quand même un dard intéressant à lancer. Que tu lancerais? Oui, mais... Oh, t'as ouais. pas l'air chaud. Ouais, mais rendu 3, 4e ronde. Pas quatrième, cinquième. 3, 4e. 3? Dis-moi pas 4, 5 quand je viens de te dire 3, 4. 3, 4? 3, 4. 3, 4. C'est parce que ça dépend qui reste sur ma liste. Tu sais, c'est Ouais. ça l'affaire. Comment ils font d'ailleurs les recruteurs pour se mettre des œillères sur leur banque d'espoir? Est-ce qu'ils considèrent la banque d'espoir qu'ils ont déjà? Un peu, hein, je pense, quand même. Un peu. Dans les dards, là. Un peu. Ouais. Peu, mais je pense qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des joueurs qui sont des coups de cœur. Puis évidemment que quand un joueur est choisi, mettons, 90e, dis-toi une chose, c'est mathématique, c'est logique. Le joueur, il est plus haut que 90 sur leur liste. Mais Pickford, des fois, là, le gars que tu choisis 90, il est peut-être 25. sur la Pickford, liste là, de il est l'équipe. peut-être 25 sur la liste du Canadien. On ne le sait là. pas. Ouais. On ne sait pas. C'est ça. Hubert Cadieux. Oh, enfin, un nom normal. Comment comparez-vous la progression de McKenna à celle d'un joueur comme Matthews qui avait pris une décision similaire de jouer dans un meilleur niveau au même âge? Ben, Matthews était allé en Suisse. Alors, c'était une ligue professionnelle. Est-ce que c'est nécessairement un meilleur niveau parce que c'est une ligue professionnelle? Mais il a été bon. Mais il a été bon. Il a été bon. Alors, Austin Matthews, lui, n'a pas nui du tout à son statut de premier choix au repêchage en allant en Suisse. Il y en a qui pensaient que ça pourrait arriver. Il y en a qui disaient pourquoi il n'est pas allé jouer dans la NCAA. Mais ça n'a pas nuit. McKenna, lui, en allant dans la NCAA, bien qu'il y ait des bonnes statistiques, c'est en train de lui nuire. Puis, tu sais, on oublie quelque chose aussi. Celebrini a cartonné dans NCAA à 18 ans. 17. À 17 ans, Ouais. McKenna, c'est un late, là. Oui, il Il a eu 19, là. Il y a eu 18. Il y a eu 18. Oui, et, Ouais, et c'est ça, il y a eu Celebrini 18. avait joué à 17. Un an de... Un an de c'est quand différence. même un an de Oui, différence. puis là. Tynan Lawrence a 9 mois de différence avec Gavin McKenna. Il est 9 mois plus jeune. Ouais. 9 mois. François-Xavier Thibodeau. Oh. Simon, quelle était ton évaluation de Philippe Danault à son année de repêchage? Par un hasard total, je l'ai vu jouer une fois pour les Tigres à son année de repêchage. Je n'avais aucune idée de qui il était et je ne me souvenais pas s'il avait ramassé un point, mais je l'avais trouvé bon rapidement.
Il était toujours impliqué dans le jeu. Quand j'ai constaté que c'était un joueur de 17 ans, ça m'a impressionné. Coup de chance ou est-ce que ce match était un bon reflet de son potentiel? Te connaissant, là, tu ne devais pas l'avoir en première ronde. Philippe Danault, non. Début deuxième. OK. Mais sans grand enthousiasme. C'était un gars d'un point par match quand même, avec les Tigres de Victoriaville. Et puis, il a été repêché en passant 26e par Chicago, à une époque où il y avait 30 équipes, donc fin première ronde. Et à Chicago, ça a pris du temps à décoller. Il a joué dans la Ligue américaine pendant quelques années. Et à ce moment donné, on s'est tanné et on l'a échangé au Canadien. C'est quand même fou de l'avoir échangé contre deux gars de location de deuxième ordre. Là. Oui, mais à ce Fleischmann moment-là, et DeLuise. mais à ce moment-là, Mathias, on parlait d'un gars qui, à l'âge de 21 ans, avait obtenu 38 points en 70 matchs dans la Ligue américaine. Ça, c'est Donc, Stan Bowman, ça. Oui, mais il était en train quand même de devenir un espoir de deuxième plan. Puis, je ne peux pas blâmer Chicago d'avoir fait cet échange-là parce que même quand le Canadien est allé le chercher, pour moi, c'était OK. Parce qu'ils ont donné un choix de deuxième aussi, Exactement. qui est devenu Romanov. Ça a été une des meilleures transactions de Marc Bergevin. Oui. Sinon, la meilleure. Oui, alors moi, à ce moment-là, oui, c'est vrai que... Ben, il y a Suzuki. C'est vrai qu'il est impliqué dans le jeu. Alors, François-Xavier, vous aviez bien vu, c'était ça. C'était exactement le genre de joueur qu'il était. Pour moi, la première ronde, surtout à l'époque, en 2011, moi, j'avais une fixation sur le talent, l'attaque. Puis je me disais, des joueurs comme Philippe Danault, il y en a beaucoup. Ouais. Tu peux aller chercher ça le 1er juillet, etc., etc. Je vais juste me reprendre sur ce que je viens de dire. Oui. Parce que Suzuki, ça a été un coup de maître. Mais ils ont donné quand même un joueur établi, un bon leur capitaine. Ouais. Tandis qu'ils vont chercher Danault puis un choix de 2 pour 2 gars de location. Oui. Il faut que ça soit son meilleur. Thomas Fleischmann et DeLuise, je crois. Exactement. Oui. Effectivement. Martin Desgagnés. À ce stade-ci, est-ce toujours réaliste de construire une équipe gagnante autour des frères Hughes au New Jersey? Personnellement, je vois une équipe qui n'est pas compétitive sans Jack et celui-ci est toujours à l'infirmerie. Si vous avez une carte blanche et que vous étiez DG des Devils, entameriez-vous une réinitialisation? La réponse est oui. Déjà? Ouais, moi, déjà, je donnerais des verres en plastique à... Ouais, déjà une réinitialisation. Déjà, Puis Jack Hughes qui a quand même un bon contrat. Moi, je commencerai à le magasiner parce que ça commence à faire plusieurs années que Jack Hughes a des longues séquences où il est blessé. Mais là, ça finit plus, là. C'est que ça finit plus. Ça fait comme à Buffalo, là. Oui, ça, je comprends tout ça. Sauf que New Jersey, ils ont un peu manqué leur coup dans le sens que, oui, tu sais, Nico Hischier, là, c'est un bon choix. Là. Je sais qu'il y avait Kel McCarr et tout, mais Nico Hischier, c'est un bon choix. Après ça, ils vont chercher Jack Hughes. Dawson Mercer est un bon choix. Jesper Bratt, 6e ronde. Un des meilleurs choix de 6e ronde de l'histoire. Mais là, on va chez Luke Hughes. J'aime beaucoup Luke Hughes, Simon Nemec. Bon, ça aussi, un bon choix. Sauf que, en dehors de ça, on a eu de la misère à entourer ces joueurs-là. Moi, Dougie Hamilton, à 9 millions, je ne suis pas un fan. Mais là, il va être échangé. Peut-être qu'ils vont aller chercher quelque chose d'intéressant. Peut-être. L'échange de Timo Maier, tu sais, on donne un choix, on donne Mukamadullin, puis Zetterlund. Bon, tu vas me dire que ce n'est pas nécessairement des vedettes, mais ça a commencé à faire en sorte que New Jersey a eu beaucoup de gros noms parmi leurs meilleurs joueurs, mais on a négligé le personnel de soutien. Fait que, tu te retrouves, quand tu te retrouves avec des Cody Glass, des Connor Brown, des Paul Cotter, André Palat, qui est en fin de carrière, ça commence à être faible de ce côté-là. Tu te retrouves avec qui tombe dans les mains, là. Tu as Hischier au premier rang, tu as Jack Hughes au premier rang, tu as Luke Hughes au 4e. Ouais. Ça a été quoi les bonnes décisions de cette administration-là, à part de ces 3 gars-là? Comme je t'ai dit, il y a eu une couple de bons repêchages, comme avec Jesper Bratt, Mercer et compagnie. Mais je te parle des décisions pour compléter la formation. Non, c'est ça, on les a pas entourés. Markstrom pour un choix de premier tour. Markstrom qu'on aurait signé en plus de ça. Maier, ça n'a pas marché. Maier, il est correct, mais je veux dire, c'est pas le joueur qui était à San Jose. Il n'y a pas eu de grandes décisions. Non, il n'y a pas eu de grandes décisions. Puis surtout, on n'a pas réussi à aller chercher... Tu sais, les petites transactions des fois qui t'aident avec un gars de 3e trio, un défenseur numéro 4 ou 5
qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu passes à l'étape suivante. Parce qu'il y en a bien qui, il y a 2-3 ans, pensaient que les Devils s'en allaient vers la finale. Marino, ça a été bon pour Ty Smith, mais Oui. ils ne l'ont pas gardé. Ils ne l'ont pas gardé. Sharangovich avait été un bon choix. Il avait surpris beaucoup. On l'échange à Pour Calgary. C'est ça. Puis l'autre, il ne reste pas. Fait que Mercer, il va être bon. Ouais, il est bon. Dawson Mercer, il est Ouais. bon pour un gars choisi au milieu de la première ronde. Ouais. Il est bon. C'est juste qu'à un moment donné, après les 5-6 meilleurs joueurs, la qualité tombe Ils ont énormément. signé Tatar, ils Oui, ont c'est signé, ça. Écoute, Ouais. Est-ce que vous Tu sais, croyez André Palat en fin de carrière. Ouais. Tu sais. la théorie là, que ça va être dur à recoller les morceaux parce qu'il paraît qu'ils ont demandé à plusieurs joueurs de lever leur clause de non-échange pour aller chercher Quinn Hughes. Ouais. Il fallait qu'ils le fassent avant de faire la proposition Ouais. d'échange. Ouais. Comment tu répares ça après? Regarde, ça, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Je sais que des fois, tu amènes ce sujet-là, mais tu sais, les joueurs sont quand même conscients que tout ça, puis c'est un cliché, mais c'est une business. Alors ça, je pense pas que, tu sais, ça fait partie de la game. Les Ok. gars gagnent beaucoup d'argent, les gars savent qu'ils peuvent être autonomes, les gars savent qu'ils peuvent être échangés. Ça, moi, je pense que ça passe assez rapidement. je reconnais l'intelligence émotionnelle et la sensibilité de C'est ça. Moi, C'est vrai que je suis un peu trop sensibilité qui, moi, dans le domaine du hockey, que je n'ai pas. Mais le joueur, c'est sûr qu'il peut être Oui, irrité. irrité. Ouais. Mais est-ce que ça va Tu faire en penses que sorte- tu fais partie Oui. de l'avenir, puis on Oui, te dit, est-ce ouais, qu'il va arriver après ça, puis il va aller bouder sur la glace? Il n'y a pas avantage à le faire. c'est sûr. Bon. Mais bon. Richard Gendron. J'aimerais avoir un peu d'infos sur un bon jeune ailier qui semble passer sous le radar. 18 ans, une bonne saison jusqu'à maintenant. Son nom est Ethan Wittenbach. Un dard, un espoir légitime? Bon, alors, c'est une question nichée. Wittenbach qui a été choix de 5e ronde, 144e au total des Flames de Calgary et qui joue à Quinnipiac et qui a 31 points en 22 matchs. Très bon choix au Scrabble alors, aussi. Alors, oui, alors je comprends la question. Bon, c'est un gars qui peut jouer à l'aile gauche comme à l'aile droite, mais qui lance de la droite. Moi, je te dirais que le problème avec Wittenbach, c'est que il n'y a pas de patin. C'est vraiment, vraiment une grosse faiblesse, là, une grosse lacune. Il n'est pas dynamique. Donc, ce genre de joueur-là, tu sais une chose. S'il n'est pas dans ton top 6, il n'est pas sur le 3e ou 4e trio. Donc, ses chances d'atteindre la ligne nationale, tu sais, il se ferme des portes. Ouais. Ça ne sera pas un 3e, 4e trio. Et est-ce que Wittenbach, avec son patin, son manque de dynamisme, va être suffisant? Ça va être suffisant pour atteindre le top 6 d'une équipe? Moi, en ce moment, je te dirais non. Cependant, étant donné qu'il y a des qualités offensives, ben, comme 144e choix, pourquoi pas? Mais avant de le prendre dans un pool à vie, un keeper's pool, appelle-tu comme tu voudras, moi, je pense qu'il y a d'autres joueurs avant lui. Christophe Baron-Moras. Merci Snake pour la première chronique de l'année 2026 qui marque le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Ah. Est-ce possible de faire un retour vers le futur express sur le repêchage 1987 où 3 joueurs natifs de Rouyn-Noranda ont été repêchés cette année-là? Les autres étant Éric Desjardins. Les autres étant Éric Desjardins et Stéphane Matteau. Pierre Turgeon, il parlait de Pierre Turgeon. Ouais, c'est Voilà. C'est ça. Ces 3 joueurs font partie du top 12 de leur cohorte pour le nombre de points en carrière. À votre connaissance, y a-t-il eu une concentration de joueurs aussi productifs dans une même petite ville ou quartier? Il y en a eu avant aussi. Régent Houle, je crois, venait de là. Oui. André Savard. Oui, mais sauf que c'est pas nécessairement la même année. tu sais. Mais tu sais, Mais je comprends. Rouyn-Noranda a quand Non. même été une bonne pépinière. C'est une recherche qui est assez difficile à faire parce que souvent, oui, il y a des joueurs qui viennent d'un village, d'une ville, mais qui, c'est pas nécessairement la même année. Alors, s'il y a 4-5 ans d'écart, ben là, je ne sais pas. Là, on donne vraiment l'exemple de 1987 avec 3 gars qui étaient nés la même année Ah oui. et qui viennent de Rouyn-Noranda. Moi, ce que j'ai trouvé comme comparaison, parce que c'est des gars pratiquement du même âge, ça vient du Midget 3. En 2010, 2011, dans la même équipe Midget 3, le Lac-Saint-Louis, il y avait Jonathan Drouin, Anthony Duclair et Mike Matheson. OK. Bon, c'est sûr que Madison était un gars de l'ouest de la ville, de la région. Je sais que Drouin, lui, avait déménagé. Donc, tu sais, c'est c'est ça. On là. l'a aidé à déménager, j'ai C'est l'impression. ça qui arrive. Là, hein? C'est ça qui Pour qu'il arrive. habite Donc, là. oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui viennent d'un patelin, mais qui avaient quand même joué à l'âge de 15-16 ans Ouais. ensemble dans le midget Parce que 3. je me rappelle que Drouin joue au hockey de printemps avec Lac-Saint-Louis. Puis ça, tu n'as pas besoin d'être affilié à une ville. Puis que, en tout cas.
Mais c'est On n'embarquera pas sur des ce Laurentides. ça. terrain glissant. Là. Non, mais de toute façon, moi, on essayait de trouver des joueurs. Ouais, c'est bon. Et parce que c'est très, très rare. J'étais au Lac-Saint-Louis en fin de semaine voir un match et on voit qu'il y a 5 numéros qui ont été retirés. Et puis, il y en a 3 de la même année. Ouais. C'est fou. L'autre, c'est Alex Killorn. Et puis, le 5e m'échappe. C'est un joueur un petit peu plus vieux, je pense. Mais c'est très, très rare que tu vas voir un match de Midget 3A puis que tu dis, il y a 3 gars qui vont être dans la LNH. Ouais. Ouais. Et qui gagnent bien leur vie. Mais Rouyn-Noranda, quand même, en général. Ah, ça avait été un beau bassin Puis, de... ouais. Écoute, je sais qu'on est un balado de sport, mais il y a une vie culturelle aussi à Ouais. Rouen. Il y a le festival. Festival de films. tout Tu es allé ça. au Festival de Je suis films, allé toi, 3-4 présenter fois avec des documentaires. Ouais, ouais. c'est une Ouais. belle ville. Le FME aussi, l'été, qui est super. Ouais. Vraiment. Hugo Archambault. Que se passe-t-il avec les Ducks? Du côté gauche, ils sont excellents, mais du côté droit, c'est autre chose. Pourquoi pas un rappel de Luno ou un échange? Oui, Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je regarde Luno jouer à San Diego. Il est bon. Il est peut-être pas aussi productif offensivement que l'an dernier, mais c'est un gars qui est prêt pour la LNH. Ça, c'est un des mystères, des fois, de... Un mystère dans l'évaluation des espoirs de la part des équipes. Je sais qu'Anaheim a très bien commencé l'année. On avait déjà beaucoup de jeunes, on voulait des défenseurs aguerris pour les jumeler avec. Mais là, Anaheim, ça va très mal. Mais là, tu as Trouba à droite, tu as Goudis à droite, Oui. puis tu as des vétérans qui sont C'est ça. super lents là, à droite. Voilà. Et on enchaîne justement avec une autre question sur Luno. Allons-y avec la question de Dom Landry. Si le choix du Canadien au prochain repêchage est environ au 20e rang, préfères-tu aller chercher Tristan Luno ou le repêcher? Ou de repêcher? Ça, c'est bon. Regarde, si tu te retrouves, mettons, l'année passée, puis que Zarovski est encore là au 20e rang, Ouais. bien, je prends Zarovski. C'est sûr. Donc, ma réponse, honnêtement, Dom, je pourrais te la donner seulement le soir du repêchage, rendu, exemple, au 20e rang. C'est le Canadien repêche 20e. Mais en ce moment, si tu me le demandes, d'après ce que je vois, je pense que Luno, ça vaudrait le 20e. Mais, puis c'est pas le même calibre, mais le Canadien a les 16e et 17e l'an dernier, Zarovski est libre. Ouais. On les échange pour Dobson, puis on va quand même chercher Zarovski Ouais. à 33. Ça, ils ont dû retenir leur souffle. Bon. Des fois, retenir son... Moi, j'ai retenu mon souffle pour Hudson en 2022. Ouais, puis puis des fois, il ça l'a eu vaut la pareil. peine. Mais, C'est ouais. ça. Mais moi, pour le moment, la réponse courte, je te dirais, s'il n'y a pas vraiment de joueur à mon goût, avec qui je suis en amour, qui a dégringolé, ou qui est très haut sur ma liste, j'échange Luno j'échange le 20e choix pour Luno. Simon Lerat. Ah, le revoilà. Yes. Vous dites souvent qu'il est plutôt difficile de prévoir le développement d'un jeune gardien de but. Est-ce qu'il existe dans le domaine des recruteurs, des spécialistes pour identifier les meilleurs gardiens de but? Ben oui. Les équipes en ont de plus en plus dans la Ligue nationale. Vincent Riendo à Montréal. Mais ça reste de la sorcellerie pour eux autres aussi, hein, passant. Ah oui. Mais il y a quand même maintenant des postes de recruteurs qui sont confiés à des anciens gardiens de but qui ont cette tâche extrêmement difficile d'évaluer les gardiens. À Montréal, probablement dû au fait qu'on n'a rien d'autre, on en repêche beaucoup. Oui, mais Mais après ça, c'est vraiment un coup de dé. rappelez-vous le débat avec Fowler. Ouais. Puis, tu sais, le clip est sorti de l'Organisation du Canadien. Ouais. Puis, je peux te dire qu'il y a des recruteurs qui n'ont pas aimé que ça sorte. Ouais. Puis, d'ailleurs, tu sais, Riendo paraît... Puis, je suis sûr qu'il fait un travail formidable, mais il paraît moins bien dans cette séquence-là, où tu vois que c'est l'autre qui se bat pour Fowler. Probablement que Riendo était du bord du gardien russe, qui est peut-être très bon encore aussi, là, Ouais. mais... Ouais. Tu sais, c'est... Même les grands spécialistes, des fois, c'est compliqué, là, les gardiens, là. Ben, les joueurs... Déjà que les joueurs, c'est compliqué, imagine les Regarde, gardiens. le repêchage, c'est compliqué. Bah. Je disais en fin de semaine à un recruteur, à un moment donné, tu te rends-tu compte, j'ai dit que faire ce qu'on fait, là, identifier l'avenir des joueurs de hockey, là. Je dis, on peut rien que se casser la gueule. Pourquoi on fait ça? Hein? Mais pourquoi on fait On ça? peut rien que se On casser la fait pas un gueule. balado, ces joueurs de 4e trio, sérieux? Ernest Gulbis. Snake, j'adorerais avoir ton point de vue de recruteur LHJMQ concernant l'émergence des programmes de hockey de haute qualité dans le réseau scolaire RSEQ. Est-ce que les recruteurs du circuit vont voir beaucoup de matchs RSEQ? Y a-t-il un vent de changement présentement concernant cette ancienne pensée, à savoir que l'élite se déniche strictement et uniquement dans le 3A? Oui, Ernest Gulbis, c'était le surnom de quelqu'un qui intervenait beaucoup sur ton blog à l'époque. Alors, je ne Il sais est pas de si- retour. Alors, je ne sais pas si c'est le même,
Mais derrière ce surnom, mais en tout cas, je vous salue et je me rappelle de vos interventions. Baudouin n'est pas revenu, lui, hein? Non? Non. OK. Bon. Pour répondre à la question, le RSEQ, le réseau scolaire, est quand même en progression. Ce n'est pas la même chose que, mettons, il y a 10 ans. Mais encore là, aujourd'hui, l'élite est vraiment dans le Midget 3A, dans le M18 AAA, comme on appelle ça maintenant. Et il ne faut pas oublier, tu sais, oui, c'est un réseau scolaire, mais le Midget 3A également, c'est un réseau scolaire. Les joueurs vont à l'école, ils vont à la même école, il y a plusieurs collèges qui sont impliqués là-dedans. Donc, c'est un réseau scolaire, le Midget 3A, mais bon. Est-ce que les recruteurs vont voir beaucoup de matchs RSEQ? Oui, les recruteurs de la LLGMQ regardent les matchs RSEQ. Ils sont à tous les tournois. Il y avait le Challenge à Châteauguay au mois de décembre. Il y avait des équipes qui représentaient des joueurs du RSEQ. Alors oui, si jamais il y a des parents qui écoutent, qui ont des enfants de la RSEQ, oui, les recruteurs connaissent vos joueurs. Moi, j'avais fait un documentaire à l'époque, puis un papa qui m'avait dit, moi, si mon gars ne fait pas Midget 3 première année, c'est fini. Il est mort. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce qu'il faut faire le Midget 3 la première année pour avoir les bonnes chances d'être repêché junior majeur? L'affaire qui arrive, c'est que les joueurs de 15 ans dans le M18 AAA sont presque tous repêchés. OK. Parce que, tout comme la Ligue nationale met l'accent sur les joueurs qui viennent de jouer leur saison de 17 ans, nous, on met l'accent sur les joueurs qui viennent de jouer leur saison de 15 ans. Cependant, lorsqu'un joueur arrive dans le M18 AAA à 16 ans et qui cartonne et qui impressionne, tout de suite, il est sous le radar. Okay. Parce que de la façon souvent que c'est fait, quand on a les listes de joueurs, on a, mettons, la liste. Les 15 ans, les 16 ans repêchés et les 16 ans non repêchés. Et les 16 ans non repêchés, quand ils ressortent du paquet, oui, ils peuvent être pris. Alors ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce qui est plus difficile, c'est si, mettons, un joueur arrive à 16 ans, mais qu'il ne se démarque pas. Il faut vraiment qu'il se démarque à 16 ans. OK. Hugo Hamel. Salut Simon. Existe-t-il une opportunité pour le hockey universitaire canadien de se développer et de concurrencer un peu ou même joindre la NCAA en termes de développement de joueurs? Y aurait-il un intérêt à ce que ça se produise? Bien, en ce moment, le hockey universitaire canadien recrute beaucoup d'anciens joueurs juniors, c'est sûr, de la OHL, WHL, LHJMQ. Mais la tendance, c'est que les joueurs qui aboutissent dans cette ligue-là, habituellement, c'est des joueurs qui n'ont pas été signés par la Ligue nationale. Dans certains cas, c'est des joueurs qui n'ont pas obtenu de bourse d'études de la NCAA. Fait qu'il y a quand même... C'est long avant de changer des tendances. Alors, la tendance en ce moment, les joueurs canadiens, c'est d'aller jouer NCAA parce que le calibre est plus élevé. Tu sais, ça va être long. Ça va être long. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait. Faudrait peut-être, mettons, que y ait deux grosses vedettes de hockey junior qui s'en aient joué dans le hockey universitaire canadien à l'âge de 18 ou 19 ans. Mais je pense que c'est pas demain la veille. Il faudrait que le Rouge et Or embarque. Là, eux autres sont bons pour donner un coup. Là. Ouais, comme au football, ça s'est développé. Ouais. Ben oui, dans le football, on voit ils ont maintenant... tout changé. Eux, leur arrivée a tout changé. Parce que regarde maintenant le nombre de joueurs québécois dans la Ligue canadienne de football, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Mais tu sais, je pense qu'avec les remparts, ça doit être difficile de s'emparer de ce marché-là aussi. Là. Il y a ça, oui. Vincent Parenteau. J'ai lu dans le livre Draft Day de Doug MacLean que le repêchage des Red Wings de 1989, Lindstrom, Fedorov, Drake et Konstantinov, était considéré comme le meilleur avis pour une équipe. Es-tu d'accord et as-tu d'autres exemples qui pourraient compétitionner? Bien, c'est sûr que c'est certainement dans le top 5-6 des meilleurs repêchages, mais j'en ai sorti d'autres. En général, ce sont des repêchages plus anciens, parce qu'étant donné qu'il y avait moins d'équipes à l'époque, ben, tu sais, un choix de deuxième ronde, parfois, était un 24e au total. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant, l'équivalent, aujourd'hui, ça va être un 36e. Alors, moi, j'ai des exemples ici. En 1979, les Oilers d'Edmonton sont allés chercher Mark Messier, Glenn Anderson, Kevin Lowe. Et l'année d'après, Paul Coffey, Yari Curie et le gardien Andy Moog, qui a gagné des Coupes Stanley à Edmonton et qui a joué pour le Canadien. Ouais. Les Islanders de New York, dans les années 70,
Brian Trottier, Clark Gillies, Stéphane Persson. On parle ici de 2 attaquants de premier trio étoile et d'un défenseur numéro 2. Ça fait partie de ma jeunesse, moi, Stéphane Persson. Ben oui, numéro Les 6. matchs étaient à la radio. OK. Fait que Passe c'est à personne. Bossy passe à personne. Personne qui redonne la Je rondelle à pensais que c'était Trottier. personne. Ben, je savais que c'était personne, Ouais. mais c'était tout le temps ça. Écoute, c'était Richard Garneau à la radio à l'époque. Et le tir de personne. Ouais. Ouais, c'était drôle. Faudrait pas qu'il y ait un joueur l'aveuglette parce que ça aussi, c'est pas souvent l'aveuglette. Personne à l'aveuglette. Mais non, mais c'était Il juste mes petits souvenirs de... tout gâché. C'était mes petits souvenirs de jeunesse. Et on va rester dans la vieille époque. Le Canadien a eu 2 gros repêchages en 84 et 87. 84, Patrick Roy, Peter Swoboda, Shane Corson, Stéphane Richer. Bon, et c'est évidemment que ça va pas, c'est pas Non. égal à Messi, Anderson et compagnie, mais c'est quand même un des grands repêchages de l'histoire du CH. Et en 87, John Leclerc, Éric Desjardins, Mathieu Schneider, Andrew Castles. Ouais. Très impressionnant parce que c'est 4 joueurs qui ont eu des longues carrières. D'ailleurs, ces 8 joueurs-là, je crois qu'il y en a 7 sur 8 qui ont joué 1000 matchs dans la Ligue nationale et l'autre en a joué 990. Et ça, c'est très, très rare que tu vas repêcher 4 joueurs dans un même repêchage qui vont jouer 1000 matchs. Dans le plus moderne, Dallas, 2017, Miro Iskanen, Jake Ottinger, Jason Robertson. Tu vas te chercher un marqueur, un défenseur étoile et un gardien de but Tu as étoile. sauté une année, Lequel? 2007. Ah, pour le Canadien? Ben, pour Trevor Timmins. Ah, McDavid. Mais non, McDavid, c'est pas en 2007. McDonough, Pacioretty, Subban. Ouais. Très bon repêchage, mais tu peux pas comparer ça à Messi, Anderson, Lowe. Non, ou, ça, c'est sûr. Non. Mais dans les repêchages récents du Canadien, ça a été... 2022 pourrait être pas pire aussi. Ah, c'est ça. Ouais. Là, 2022, c'est trop tôt. Mais c'est sûr que... Hudson Slavkovski, là. Oui, c'est ça. Puis, mais ça en prend Je souvent un pense qu'il n'y en a troisième. pas Ça en d'autres. prend un Ouais, c'est troisième. ça. Ça sera pas Beck, ça sera pas Méchard, ça sera pas... Ouais, ça en prend un Il en troisième, manque c'est un. ça qui arrive. Mais c'est que là, tu vas peut-être avoir 2 superstars. Ouais. Martin Michaud. Bonjour les 3 essentiels à ma santé mentale. Ah, c'est gentil, ça. Non, mais c'est quoi? C'est très gentil. Ça, c'est le très plus beau compliment. Puis je sais pas s'il le dit à la blague ou non, mais il y a des gens qui sont déjà venus nous voir aussi, moins à la blague. Mhm. Puis écoute, ça nous fait vraiment chaud au cœur quand on peut, justement. On est là pour divertir, mais comme les gens pour qui des fois ça va moins bien, si on peut vous changer les idées, c'est la plus belle affaire que vous ne pouvez pas nous dire. Garde tout ce qui est télévision, cinéma, sport professionnel. Il y en a qui vont dire bah, c'est juste du hockey. Ouais. C'est juste la télé. Dans une certaine mesure, c'est vrai que des fois, ça peut paraître que ben, finalement, c'est du divertissement, puis c'est pas si important que ça. La réalité, c'est que le divertissement fait partie des choses importantes. Et j'y pense souvent à ceux qui vivent des situations moins le fun. Je pense souvent à vous, sérieux, quand je le fais. Puis ça donne un sens aussi à ce qu'on fait. Exactement. Complètement. Alors, je reprends sa question. Bonjour les 3 essentiels à ma santé mentale. La LNH annonce une expansion dans 3 ans de 28-29. Les équipes peuvent protéger 7 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien de but. Note, les joueurs de première année et de deuxième année professionnelle sont exclus. Qui protégez-vous pour le Canadien? En passant, les 3 essentiels, ça me surprend qu'ils t'aient inclus. parce Ben, que- les jeux de mots, ça fait du bien. Oui, ça, mais moi, ça me fait pas de bien. ça prend des jeux de mots. Oui, mais moi, ça Ça prend m'en des jeux de mots. Alors, regarde, j'ai fait l'exercice. Je ne sais pas s'il va y avoir une expansion d'ici 2028. Je crois que c'est un petit peu tôt. Ça peut être 2029-2030. Mais en fait, je me suis amusé avec ça. Et on sait que les règles étaient 7 défenseurs, 3 attaquants, gardien de but, ou 4 attaquants, 4 défenseurs, 1 gardien. Le Canadien, ça ferait mal, hein? Oui. Alors, c'est là où j'ai été. Alors, du côté des gardiens, c'est facile. Là, c'est Jacob Fowler. Puis je pense que... Bon, Non, c'est clair. Bon. Là, le dilemme. Est-ce que tu prends 4 défenseurs, 4 attaquants, ou tu prends 3 défenseurs, 7 attaquants? 3 défenseurs. OK. Alors, ça te donne Hudson, Dobson, Ngouli ou Randbacker? Parce que Randbacker va être admissible au repêchage d'expansion. On ne le sait pas encore. Vois-tu, c'est ça. Parce que les attaquants, bon, Suzuki, Slav, Caulfield, Demidov, ça, j'en ai 4.
Mais là, si tu peux garder, mettons, un Goulet ou un Randbacker, si tu gardes les deux, là, Goulet et Randbacker, ben là, ça veut dire que tu sacrifierais Kapanen, Bolduc, Newhook. Là, je parle avec l'alignement actuel. Ça me dérange pas. Oui, dans ce cas-là. Tu garderais les Parce quatre que là, défenseurs. mais Age serait plus en... Ah, Oui. il serait peut-être sur le contrat d'entrée encore. Oui, encore sur le contrat d'entrée. Zarovski, donc il n'y a pas de problème. Ah, je garde Goulet et vois-tu, Randbacker. Tu vois, je pense là, que je viens le de dilemme, comprendre. il serait là. Mais encore là, Kevin Goulet, est-ce qu'il va être toujours blessé? Randbacker, qu'est-ce que ça va donner? Kapanen, est-ce qu'il va devenir un marqueur de 35 buts? Randbacker, on ne sait pas encore, là, c'est sûr. Non, puis Kapanen, est-ce qu'il va devenir un marqueur de 35 buts? Ben, au rythme où tu le crains, sûrement. D'ailleurs, hey, ça tombe bien, la question suivante. Hey, toi, pour moi, c'est arrangé que le gars des vues, ça. Ben, c'est pas... Non, c'est pas arrangé, mais tu sais, des fois, en cinéma, il y a des jump cuts, là. Puis moi, j'aime ça, les jump cuts. Tu pars d'un sujet, puis la scène suivante, boum, la première réplique a rapport à la scène précédente. Comme me disait Jean-Charles Lajoie à l'époque à la radio, t'as raison, mais t'as tort, c'est ça? Ouais. Mais c'est un scénario. C'est carrément un scénario que tu viens de décrire. Ben oui. Benoît Pépin. Monsieur le Serpent. Comme vous, je ne croyais pas à Kapanen. Yes, sir, Benoît. Mais à partir de quel moment statistique nous pouvons commencer à nous dire « Ouais, peut-être que finalement, pourrait s'établir comme un top 6 ». Ben, moment statistique, moi, Top je te 6, dirais... hein, Ouais, moi, je pense qu'à partir du moment où Kapanen continue de produire comme il produit en ce moment, moi je vois des choses dans son jeu qui n'est pas de calibre top 6. T'en échappes quand même ton crayon. Mais il est marqueur en ce moment de calibre top 6. Alors, si Kapanen continue de marquer comme ça, qui fait un 25-30 buts par année en jouant avec Demidov ou quelqu'un d'autre, bien là, c'est sûr que tu dois le considérer. Mais pour le moment, regarde, on est patient avec les joueurs, on est patient avec les joueurs qui n'ont pas produit. Bien, on est patient aussi avec les joueurs qui produisent, mais qu'on sait, pour lesquels on a encore des doutes. Il faut que Pittsburgh continue à perdre puis qu'on donne Kapanen, Pickford puis un choix de première pour le capitaine. Oui, et ça aurait bien de l'allure. Oui. Oui, oui, s'il vous plaît. Parce que tu n'es pas obligé de donner tes gros espoirs. Non. Ouais. Gabriel Quentin. Salut les gars, je viens d'écouter une game des Cougars dans la WHL et il n'y avait personne dans les estrades. Comment une équipe avec si peu de spectateurs peut être viable? Bon, les Cougars de Prince George, peut-être que Gabriel a écouté un match où, premièrement, dans les gradins inférieurs, il y avait personne. Et il a peut-être trouvé un match, il y a peut-être une tempête de neige ce soir-là, parce que les Cougars sont quand même 4000 personnes de moyenne d'assistance. Mais ça arrive des fois aussi que dans les premières rangées, ce sont des billets de saison et on le voit, je le voyais à Anaheim, il y avait beaucoup de sièges vides en bas, mais le haut était complètement Puis des fois, c'est la caméra aussi. Peut-être qu'il y a des deux bords de la patinoire, mais des fois, tout le monde est d'un côté aussi. C'est là, ça, je sais pas. c'est ça. Okay. Philippe-Olivier Tremblay. Question pour le Snake. J'ai vu quelques commentaires qui disent que Zarovski joue dans une division plus faible de la KHL que Demidov. Est-ce que c'est vrai? Et selon toi, est-ce que ça justifie sa production offensive? Oui, c'est vrai que la division est plus faible, mais je pense qu'au-delà des statistiques, il faut que tu regardes comment Zarovski joue. Alors, peu importe qu'il y ait une petite différence de calibre entre une division ou une autre, ça demeure quand même que Zarovski démontre les qualités nécessaires. Pardonne mon ignorance. Est-ce qu'ils jouent beaucoup plus de matchs dans leur propre division que dans l'autre, ou est-ce qu'on le sait? Je pense que oui, mais je t'avoue que pour moi, la KHL, c'est la KHL. Alors, je ne tiens pas bien compte de ces choses-là. Puis, je regarde le gars jouer. Puis, quand je regarde un joueur, moi, je me dis, est-ce que ces qualités peuvent se transposer dans la Ligue nationale? Point. La KHL, pour moi, c'est la KHL. Bon. Elliot Pelletier. Question pour Snake. Je me rappelle de Pierre Turgeon à l'époque et je trouve qu'il y a des similitudes avec Nick Suzuki. On ne le voyait presque pas dans un match, mais il récoltait un but ou deux passes quand même. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est un bon point. Je dirais que les similitudes s'arrêtent à l'idée on ne le voyait pas et il y avait un but, deux passes. Mais les mains de Pierre Turgeon, l'élégance de Pierre Turgeon sur la glace, là, on ne peut pas comparer Suzuki et Ne Turgeon. l'appelait-on pas le magicien de Rouen? Ben voilà. Alors, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de comparaison entre Turgeon et Suzuki, mais la similitude du fait que ce sont des joueurs souvent qu'on ne voit pas, qui sont un peu plus discrets et qui finissent la partie avec 2-3 points, ça, c'est vrai. Alexandre Gendron. Question pour Snake.
On remarque présentement un léger surplus de bons attaquants chez les Sharks, alors que la relève à la défense semble plutôt maigre. Dans ce contexte, les Sharks ne devraient-ils pas tenter d'échanger Michael Misa, leur deuxième choix au total de l'an dernier, contre le deuxième ou le troisième choix au total de cette année, afin de mettre la main sur Keaton Verhoff? Si oui, pensez-vous que Misa, à lui seul, serait suffisant pour conclure une telle transaction? Oui, bon, léger surplus d'attaquants, c'est vrai. Cependant, les Sharks sont quand même pas... Ils n'ont même pas un top 6 complet encore, là, digne de ce nom pour gagner la Coupe. Puis Michael Misa, c'est quand même un gros espoir. Mais c'est sûr que tout dépend d'une chose. Si Will Smith peut jouer au centre, éventuellement, ça pourrait être à considérer. Mais en ce moment, Michael Misa demeure quand même le deuxième centre d'avenir. Ça, c'est important à considérer. Oui, il y a un trou. Mais là, tu bouches un trou pour en créer un autre. Est-ce que je ferais l'échange Misa contre Verhoff? Mettons que j'y penserais. J'y penserais sérieusement. Parce que oui, les Sharks, à part Sam Dickinson, c'est mince. Les gars comme Mohamed Oulin, c'est correct, mais c'est pour une troisième paire. Luca Cagnoni dans la Ligue américaine, très bon sur le jeu de puissance, mais je ne sais pas s'il y a le physique pour jouer dans la Ligue nationale. Donc, les Sharks, à un moment donné, il y avait eu des rumeurs qu'ils avaient essayé d'obtenir Dougie Hamilton l'été dernier, mais ça, c'est vraiment une solution à court terme. Ça revient à ta philosophie. Ouais. Ils ont été trop bons trop vite. Il aurait fallu encore qu'ils soient mauvais cette année pour aller chercher Verhoff au repêchage. Puis là, Celebrini, Verhoff. C'est absolument hallucinant. Là. Je veux dire, Ouais. Écoute, le gars transporte l'équipe. Si la saison finissait aujourd'hui et que les Sharks font les séries, selon la définition du trophée Hart, c'est lui qui devrait gagner. Oui. On parle de joueur le plus utile à son équipe. Tu retires Celebrini de cette équipe-là. Elle est loin de ne pas être en série. Elle bataille pour le premier choix. Verhoff, son père n'a pas joué dans 19-2. Berhoff. C'est Berhoff. C'est un jeu de mots. C'est très bon. Ah oui. JP T'as Perron. ri! Arrête! Tu t'es Non, laissé prendre! j'ai ri pour T'as me ri. débarrasser pour qu'on passe à la question suivante. JP Perron, Simon, pourrais-tu faire un petit récapitulatif du repêchage 2025 pour savoir où se situer par rapport aux joueurs repêchés? Par exemple, qui a sous-performé et qui prend son envol? Regarde, ça c'est un exercice que j'aime bien, mais sans refaire le repêchage, parce que je trouve que c'est trop tôt, c'est quelque chose que je vais faire un petit peu plus tard cette année. Alors, je la prends en note, JP. En ce moment, c'est sûr qu'on voit ce que Matthew Shaper fait. Il y a des gars comme Brady Martin, Anton Frondel, Jake O'Brien, qui ont des très bonnes saisons dans le junior. Mais c'est trop tôt pour dire là, qui est vraiment en hausse, qui est vraiment en baisse. Desnoyers a été blessé. Desnoyers a été blessé. Carter Bear, ça a J'aime été... bien Brady Martin, m'a dit. Brady Martin. Je l'aime bien. Oui, mais Brady Martin, j'ai choisi 5e d'ailleurs, pour les raisons qu'on évoquait. Moi, je l'avais quoi, 5 ou 6, je pense. Ouais, je l'aime bien. Je pense que j'avais lui. 5e parce que c'était le prototype, là, le Sam Bennett là, qui s'en vient. Ben, probablement même... Meilleur en saison régulière. Oui. Ouais. Il y a un plafond plus élevé. Voilà. Frédéric Mimo. Salut Snake, pourrais-tu comparer tes évaluations pré-repêchage 1 an après et 1,5 ans après le repêchage de Nick Suzuki et Hage? Y a-t-il des similitudes dans leur progression? On s'est souvent demandé si Suzuki est centre numéro 1 ou 2 et Hage, tu le projettes 2 ou 3. Mais peut-il surperformer et devenir 1A et 1B avec Suzuki? Bien, moi, mon évaluation de Suzuki, il avait eu 96 points à sa saison de 17 ans. Je l'avais classé 19e. Il a été choisi 13e. Pourquoi je l'avais classé 19e? À l'époque, je le trouvais efficace, mais c'était la même chose que je ne le trouvais pas super dynamique. Puis moi, ben, c'est toujours la même chose. J'aime énormément les joueurs dynamiques. Cependant, quand je suis retourné voir le Suzuki de 2017, j'ai fait l'exercice l'an dernier. Je suis allé voir des matchs de 2017 et je t'avoue que ce que j'ai vu était meilleur que ce que j'avais eu dans mon souvenir. Tu sais, un gars de 96 points à son année de repêchage dans la Ligue de l'Ontario, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Non. Puis, quand tu y repenses, c'est étonnant qu'il soit sorti quand même 13e avec ces statistiques-là. Peut-être qu'il y a des recruteurs qui avaient vu la même chose que moi, ils ne trouvaient pas assez dynamique. Pour ce qui est de ta question de Hage, ben Hage, il joue dans un calibre différent. C'est pas le même style de joueur que Suzuki. Est-ce qu'il peut surperformer, devenir un A, un B? Pour le moment, j'en doute. Pour le moment, Hage, c'est plus... On est plus proche du 2 que du 1. Ouais.
On termine avec François Jeté. Qu'arrive-t-il à Leo Carlsson à Anaheim, qui, après un très bon début de saison, n'a qu'un point lors de ses 10 derniers matchs? A-t-il changé de trio? Encore blessé? Ben là, c'est facile à répondre. Oui. Simon a jinxé les Ducks dans son voyage. Non, ça va très mal. Non, Leo Carlsson n'est pas blessé. Leo Carlsson n'a pas changé de trio. Leo Carlsson joue en masse, en avantage numérique et tout. Moi, ce que j'ai remarqué de Carlsson, c'est que il essaie de faire beaucoup trop de choses seul. C'est-à-dire, je pense que j'en ai parlé même la semaine dernière, il rentre en zone adverse, il y a 2 défenseurs qui l'attendent. Au lieu de faire une passe à ses alliés, il essaie de couper à travers les 2 défenseurs. Il y a 3 gars qui l'attendent, il essaie de les contourner. Fait qu'à un moment donné, il perd la rondelle, il perd l'en deux et le jeu mourrait souvent sur son bâton. Et je pense que ça, à un moment donné, ça fait en sorte que, ben là, les buts rentrent plus, tes alliés comptent plus. Puis ça expliquerait la disette, d'après moi. Il va falloir que Carlsson simplifie peut-être un petit peu son jeu et fasse un petit peu plus confiance à ses compagnons. Ça me semble simple à corriger, ça, avec une séquence vidéo ou un coach qui explique, on dirait. Normalement. Mais le coach, tu sais, là, quand le navire commence à couler, là, Ouais. le coach a mis le problème aussi, là, puis des fois, ça... Ouais. T'as trop le nez collé dedans pour le voir. Tu sais qu'Anaheim, il y a à peine un mois, on parlait d'eux comme un possible champion de division. Ouais. Puis là, en ce moment, leurs chances de faire les séries sont en péril. Ah oui. Puis il y a un mois, on parlait du système défensif à 1 contre 1 du Canadien. Tu vois comment les choses changent. Ouais. Est-ce que c'est tout? Oui. Ah! Bye tout le monde. Salut. Salut!